mais dire qu'en tout cas, nous tenons à remercier très sincèrement nos deux dames qui ont vraiment donné des exemples. Et je remercie également les jurys qui ont choisi ces deux dames comme modèle. Et je pense qu'à l'UGB, si on parle de Mme Dabo, tout le monde la connaît. Si on parle également de la mairie de Saint-Denis, Mme Sen également, elle peut être citée en exemple. Donc nous allons remercier les deux dames, les deux grandes dames et appeler au présidium Mme Djeynaba Aou pour le deuxième panel, le troisième panel, et les professeurs Adam Faye et Sadio Bagni pour le deuxième panel. Donc sans plus tarder, nous allons faire le panel 3 et le panel 4. Le panel 3, c'est repenser le féminisme. Il sera introduit par Mme Djeynaba Aou. Elle va essayer d'aborder les évolutions du féminisme et comment il peut s'adapter aux réalités contemporaines. Madame, vous avez la parole. Donc, je me nomme Djeynaba Aou, je suis étudiante dans cette université à l'UFR des sciences juridiques et politiques en droit privé, et également je suis féministe. Et à chaque fois qu'on emploie le mot féministe, on a l'habitude de rendre ça un peu péjoratif. C'est trop l'égalité des sexes. C'est les femmes qui luttent contre les hommes. C'est la femme aujourd'hui qui veut s'émanciper à quel prix? Au prix de la culture, au prix de la tradition, au prix de la religion également. Mais aujourd'hui, l'approche que j'aimerais vous amener, c'est que ce féminisme-là ne nous pousse pas à regarder les hommes en champ de faïence. Que ce féminisme-là aujourd'hui, ce n'est pas un moyen pour nous de nous dire. C'est pas un moyen aujourd'hui de nous dire qu'on est femme, qu'on est émancipé, qu'on est parti à l'école, qu'on a des postes de responsabilité et que dans cette perspective-là, il faut tourner le dos aux hommes. Il faut se regarder en champ de faïence et il faut être dans la concurrence. Car en dépit de tout ça, on est croyant, qu'on soit chrétien, musulman, je pense qu'il y a des préceptes de la religion qu'on intègre et qu'on ne peut pas, aller contre dans un premier temps. Et ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est l'homme qui est en devant de la femme, et cela n'est pas péjoratif. Parce que cela veut dire que l'homme a la responsabilité de protéger, l'homme a la responsabilité de diriger, mais d'une manière assez responsable. L'homme a la responsabilité de sauvegarder la femme et non de l'exposer. Et le féminisme, pour revenir au précepte du féminisme, ça a été très important. Cela nous a permis d'acquérir du droit. Cela a permis aujourd'hui à la femme d'avoir une capacité civile, le droit au vote, l'accès à l'éducation, la santé, le fait d'exercer un travail, le fait aujourd'hui de pouvoir accueillir des terres, parce qu'on sait que l'Afrique, et surtout je contextualise par rapport à l'Afrique, parce que là c'est presque la problématique, se pose dans le continent africain, particulièrement au Sénégal. C'est aujourd'hui dire que par exemple, certes, on a acquis cette capacité civile, certes aujourd'hui on travaille, certes on peut accueillir des terres avec la relation qu'on a avec les terres, mais c'est pas pour autant qu'on ne va plus être des femmes. C'est pas pour autant qu'on ne va plus être des mamans, des grandes sœurs, des épouses aussi. Et dans cette perspective-là, ce que j'aimerais aussi proposer comme alternative, c'est de dire que le vrai combat qu'on est censé mener, qu'on devrait mener, c'est pas aujourd'hui de nous soucier d'être égal ou pas à l'homme, mais c'est aujourd'hui de mener des combats. Comment la femme peut, par rapport aux coopératives, participer à l'économie solidaire? Comment la femme peut faire ça? Et dans un second temps aussi, comment cette femme-là peut essayer comment dirais-je, de remédier aux enjeux qui se présentent à elle, que ce soit dans les universités, dans les écoles, que ce soit dans les milieux professionnels, avec les pressions sexistes surtout, qu'on rencontre partout. Et l'année passée, à l'occasion d'un panel comme celui-ci, c'est pas un panel, c'était un gender affaire, on s'est rendu compte que ces pressions-là existaient toujours et poussaient des femmes à parfois abandonner leur carrière scolaire tout simplement. Et le vrai combat pèse là-bas. Le vrai combat aussi pèse ailleurs. C'est les mutilations de la partie génitale de la femme qui existent toujours dans certaines zones reculées. Par exemple, à Nyon, il y a des villages où ces pratiques-là persistent toujours. Et ce qui a pour conséquence drastique par rapport à l'accouchement de la femme, par rapport à son épanouissement dans son foyer, et
la société n'en prend pas assez en considération. Et si des luttes existent toujours, c'est parce que le mal est toujours là. Et si aujourd'hui on est là rassemblés à parler des droits internationaux de la femme, c'est parce que toujours on n'a pas atteint cet apogée, c'est parce que toujours on n'a pas encore atteint nos objectifs. Et à chaque fois qu'on parle de féminisme, les hommes ont tendance à dire, ou les plus religieux ont tendance à dire, astaghfirullah, pourquoi on parle de féminisme, pourtant c'est quelque chose de mauvais, l'homme ne peut pas, la femme ne peut pas être égale à l'homme, alors que non. Et même cette égalité, c'est dans un milieu professionnel. C'est aujourd'hui dire que les mêmes postes de responsabilité qu'un homme peut avoir, une femme doit être en mesure de l'avoir. Parce que les hommes ne sont pas plus cultivés que la femme. Et les preuves, certains résultats montrent que ça soit dans les universités, dans les établissements, les femmes sont devant. Donc normalement, cela ne devrait pas poser problème qu'on puisse dissocier le fait professionnel, académique, du foyer, du rôle social de la femme. Et c'est dans cette perspective-là qu'aujourd'hui, j'aimerais, quand on sort de cette salle, que mes sœurs, par exemple, puissent se dire que je suis féministe, mais je ne suis pas féministe dans le sens où je lutte contre les hommes. Que les hommes puissent se dire que nous aussi on est féministes parce qu'on veut la protection de nos sœurs. Nous aussi on est féministes parce qu'il s'agit de plus de la moitié de la population mondiale dont il s'agit de respecter. On est féministes parce que c'est de notre ressort de les protéger. Et l'exemple le plus patent que je donne, c'est que quand il y a une situation de danger et qu'il y a un homme et une femme, automatiquement la femme est l'homme. Automatiquement. Et ça montre que physiologiquement, que même par rapport à notre essence, l'homme est censé réguler, est censé protéger, est censé être la lanterne de la femme. Et nous ne pouvons pas nous opposer à ça. Moi, en tant que jeune intellectuel, je peux me permettre, qui a accéder à l'éducation et arriver à l'université, malgré tout ça, je ne peux pas dire que je peux être égale à l'homme et je suis féministe pour tout. Et je pense qu'on devrait plus s'atteler sur ça, essayer de créer plus de coopératives qui encouragent la solidarité féminine en ce sens-là, essayer de réguler ces tontines-là qui sont des leviers de développement économique que les femmes font dans les quartiers qu'on pourrait beaucoup plus structurés afin de les permettre d'accéder à l'épanouissement économique, à un développement social beaucoup plus patent et aussi, dans une certaine mesure, pousser aussi à une certaine scolarisation. Parce qu'à l'heure actuelle, en 2025, dans certaines zones rurales, il y a toujours des femmes qui n'ont pas accès à l'éducation. Parce qu'il y a des familles qui sont restées dans une perspective ancienne de la femme ne doit pas être outillée intellectuellement, la femme ne doit pas savoir lire et écrire, la femme ne doit pas forcément réclamer des droits. Et ça pose encore un problème. Dans une société où il y a plus de femmes que d'hommes. Si on n'outille pas assez ces personnes-là, comment ferons-nous pour que nos pays se développent? Si on ne structure pas, par exemple, ces tontines-là dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des leviers de développement économique, il faut le dire, parce qu'à travers ça, les femmes font des coopératives. Ils créent de l'emploi en faisant de l'entrepreneuriat. Et si on n'outille pas ces gens-là, comment on prétend se développer alors qu'on reste toujours dans cette perception de patriarcat où l'homme est censé diriger, est censé avoir la voix, est censé être au sommet, est censé être à la tête des instances, que ce soit dans le milieu politique, économique, juridique, social, partout. Alors que nous, nos frères, devraient être en mesure de nous dire, on est les hommes, oui, mais vous êtes capables d'être outillés intellectuellement et de prendre les devants dans ce pays-là. N'empêche, quand vous rentrez chez vous, vous êtes des femmes, vous êtes des sœurs et vous êtes des épouses, tout simplement. Parce que l'habit que tu portes avant, en tant que, par exemple, responsable d'entreprise, en tant que professeur d'université, c'est pas le même habit que tu vas amener chez toi quand tu rentres près de ton époux ou près de ta famille, tout simplement, en tant que femme. C'est pas cet habit que tu vas apporter. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'on devrait le comprendre et se dire qu'on n'est pas là pour une certaine rivalité. Parce qu'en soi, s'affirmer, c'est pas avancer seul. Les maillons individuels n'avancent presque pas. Il faut savoir travailler en communauté, en synergie, et prendre les différences de genre, non pas pour une faiblesse, mais pour un moyen d'épanouissement social et de cohésion. Parce que dans toute chose,
il ne peut pas y avoir deux dirigeants dans une même maison. Il ne peut pas y avoir deux dirigeants dans un même pays. C'est pas possible, il y aurait forcément contradiction. Donc à nous, en tant que femmes, d'accepter cette place que Dieu nous a donnée, sans pour autant être fataliste, et aux hommes aussi de comprendre que ces prérogatives qui leur sont données ne sont pas un moyen de les superposer sur nous, mais plutôt d'encadrer et d'éduquer, et être dans une certaine solidarité, et être cette lame dont nous avons besoin.